Ok, donc on va pouvoir démarrer. Je vous rappelle que cette conférence, elle est aussi diffusée en streaming. Donc on essaie de respecter aussi les horaires. Merci d'être venu en direct. Comme ça, vous pourrez aussi poser des questions à la fin. Donc c'est la dernière de la matinée sur ce cycle pilotage des flux physiques que vous retrouverez aussi demain dans l'après-midi. Là, on vient de voir une problématique d'ordonnancement de flux, alors plutôt dans le domaine de la production. Et là, on va aborder un autre domaine, celui de la distribution, et en l'occurrence, celui de la gestion des palettes et notamment de leur retour. Et voilà, je pense qu'on va vous convaincre aussi que ce sujet-là, il faut mettre vraiment l'accent sur cette reverse logistique des flux palettes parce que ça en vaut le coup. Donc, je vais laisser la main à Gaël Oisel, qui est responsable marketing de Magic Palette et qui va nous présenter les 4 intervenants. Et puis, je reprendrai la main après, à la fin, pour les questions que j'espère que vous aurez à l'issue de la présentation. Gaël, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être là. Ce sont les plus courageux parce que c'est l'heure de midi. Écoutez, bienvenue, merci beaucoup. Je vais très rapidement laisser la main à l'ensemble des intervenants pour qu'ils puissent se présenter parce qu'ils seront les meilleurs pour ça. On va effectivement parler de flux reverse sur les palettes Europe. Et on va vous montrer l'idée ici. Il n'y aura pas de slide. L'idée, c'est sur des cas concrets. Je pense que la logistique, on aime les cas concrets. Même si on est sur un salon très digital, on a envie de choses qui se basent sur des expériences réelles. Et donc, ce sont les intervenants qui vont pouvoir en parler le mieux. Je leur laisse la main dès à présent. Je commence par Alexandre de chez Lahaye. Je pense qu'il me fonctionne déjà. Je pense que le micro fonctionne, c'est bon ? Ouais. Bonjour à tous déjà. Juste pour faire une petite présentation, moi c'est Alexandre Roussel, je suis le directeur des opérations cargo chez Lahaye Global Logistics. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est possible. C'est une entreprise de transport familial qui fait à peu près 210 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est une ETI à 100% capital familial. On est vraiment orienté Grand Ouest puisque on est breton d'origine et on est fiers d'être breton. Ok. Donc pour moi c'est Olivier Brise. Donc je suis responsable national méthode et process chez Kingfisher. Kingfisher est un groupe de do it yourself qui a plusieurs enseignes en Angleterre, en Pologne, sur le format ibérique et en France. Et en France vous retrouvez effectivement Castorama et Brico Dépôt au sein de ce groupe. Voilà. On ne va pas respecter l'ordre de passage. Donc pour ma part, Damien Dufis, je suis directeur chez Carrefour Supply Chain en charge des opérations logistiques et transport de toute la supply chain non alimentaire. Dans lequel on retrouve 3 secteurs d'activité, le textile, le bazar et tout ce qui va être high-tech, appelé chez nous EPCS. Et Pierre Cagy, directeur des opérations et projets clients chez Magic Palette. J'ai eu l'occasion de collaborer avec les 3 personnes autour de moi sur le déploiement des projets et de la reverse des emballages. Excusez-moi, sur chacun de ces 3 projets. Il faut parler un petit peu plus fort parce que je crois qu'on vous entend avec l'ambiance, là on vous entend pas très bien. Donc n'hésitez pas à parler bien fort dans le micro pour qu'on vous entende. Merci, ouais, c'est très bien là. Pierre Cagy, du coup, directeur des opérations chez Magic Palette, en charge du déploiement des 3 projets cités précédemment. Et du coup, je vais relaisser la main à Gaël pour la suite des événements. Alors déjà, ça m'intéresserait dans la salle, qui ici utilise de la palette Europe ? Qui est chargeur ? Qui est distributeur ? Et les autres sont... Et il reste les transporteurs ? Bon, très bien. Donc, en un chiffre, la palette, c'est actuellement la palette Europe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 600 millions environ de palettes Europe qui circulent, sachant qu'en général, elles font 8 à 10 rotations par an. Donc on est sur une circulation, grosso modo, à la louche de 6 milliards, un peu moins.
Pourquoi la palette Europe? Vous connaissez tous la problématique de la palette Europe, on va le rappeler très rapidement. Je vais prendre un exemple fictif. Je suis en Andros, je suis en Bretagne et je vais livrer Carrefour en Île-de-France par exemple. Ces palettes doivent revenir vers moi. Et donc elles vont faire un aller-retour de environ 500-550 km, sachant que le retour va devoir se faire dans un camion qui va ne transporter que des palettes vides. Aucune valeur marchande, de la pollution qui pourrait être éliminée. Voilà, ça c'est le premier point. Et surtout, c'est une prise de tête pour tout le monde de se dire qu'il faut faire en sorte que ces palettes, de rembourser ce qu'on appelle ces dettes palettes et d'équilibrer ces soldes palettes. Donc du coup, dans le cas présent, pour autant, le système a toujours fonctionné un peu de la même manière depuis des années. Et ce qui nous a intéressés et qui pourrait vous intéresser vous, c'est quel a été le déclic chez nos interlocuteurs ici de pourquoi d'un seul coup s'intéresser à la palette Europe. Je vais laisser la parole d'abord je vais les faire dans l'ordre et je vais laisser la parole à Alexandre. Moi, pour répondre un petit peu à la question, j'ai intégré l'entreprise Lae Global Logistics il y a 2 ans. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé d'estimer quel était le coût de la palette Europe dans l'entreprise. Ce qui est une chose difficile. Puisqu'il y a le coût de gestion, il y a le coût de transport de la palette Europe et il y a le coût d'achat, parce que quand on transporte de la palette Europe, on finit toujours par en perdre un peu, donc il faut en racheter. Dans mes chiffrages qui étaient imprécis, mais qui valaient ce qu'ils valaient, j'avais estimé que c'était de l'ordre de 2 millions à 2,5 millions d'euros le coût de la palette dans l'entreprise. Pour une entreprise comme nous qui fait 210 millions d'euros, c'est à peu près 1% de la marge. Et quand on connaît la marge d'un transporteur, qui est entre 0 et 3%, j'ai envie de dire, ça devient vite un sujet très prioritaire. Et donc, il a fallu très vite qu'on s'occupe du sujet pour essayer de se dire, on ne va pas réduire à 0 ce montant, mais à un moment donné, il faut absolument le tirer vers le bas. Ok. Pour moi, comme Alexandre, en fait, je rejoins le groupe Kingfisher il y a 2 ans. Et aussitôt, la palette Europe est un des agrès qu'on utilise le plus, un des supports de manutention qu'on utilise le plus. Alors, il y en a plein d'autres parce qu'on a des formats de produits qui sont assez spécifiques. Mais je me demandais comment et pourquoi est-ce qu'on dépensait autant d'énergie à rapatrier de la palette, juste du bois, et de l'énergie au sens propre du terme, bien sûr, pas uniquement du gasoil que l'on mettait dans le camion, mais également de l'énergie humaine, puisque notre service transport était fortement impacté par la gestion de cette reverse, puisque c'était au service transport de trouver des affrètements. Et quand on sait la tension qu'il y a sur les marchés transport, c'était beaucoup de temps de passer là-dessus. C'était aussi pour les magasins, nos magasins, comment est-ce que je peux gagner de la place sur la surface de stockage, les stocks progressés, les stocks de marchandises progressés, les stocks les emplacements palettes diminués, forcément au profit du stock, et il fallait absolument trouver une solution pour ces magasins. Et je me suis plus intéressé plus particulièrement aux magasins qui n'avaient pas de transport dédié, aux magasins Castorama qui n'avaient pas de transport dédié. Et puis le projet a mûri et on en parlera un petit peu plus tard. Je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Donc, contrairement à mes collègues intervenants, ça fait plus de 2 ans que je suis chez Carrefour, ça fait faire bientôt 15 ans. C'est un sujet qui a longtemps été qui est pris en charge côté Carrefour depuis très longtemps, puisqu'il y a des enjeux de transport, on en a parlé, mais aussi des enjeux financiers, puisque chaque palette Europe qui s'en va d'un entrepôt est consignée et quand elle revient, elle est déconsignée au magasin. Donc il y a un enjeu financier qui se passe entre les BU, entre les magasins et la supply chain, pardon. Et donc ce sujet-là, il y a déjà quelques années, a fait l'objet d'un changement d'organisation logistique avec la mise en place de centres de reverse. C'est-à-dire qu'auparavant, les 60 entrepôts Carrefour géraient tous leurs emballages et leurs comptes emballages avec les magasins. Et on a rationalisé le nombre d'entrepôts qui étaient amenés à gérer les emballages. Donc déjà, on a réduit le nombre d'entrepôts. Ces entrepôts-là qu'on appelait entrepôts reverse, tout simplement, qui ont repris les emballages, les ont triés, les ont retraités. Et après, on allait alimenter les entrepôts, l'ensemble des entrepôts. Donc déjà, il y a une première étape là-dessus. Ensuite, comme beaucoup de distributeurs, on a de la palette Europe, on a l'ensemble, on a de la palette locative, on a l'ensemble des emballages. Donc
une vraie complexité dans la gestion des emballages. Et voilà, donc on a vécu pendant ce schéma-là avec 7-8 ans, schéma aujourd'hui qui tend toujours à évoluer et à être réfléchi, et est arrivé la solution Magic Palette où dans le périmètre dans lequel je suis, contrairement à l'ensemble des entrepôts alimentaires qui sont eux régionaux, moi mon périmètre il est national. Donc de fait, quand je dois ramener, mon entrepôt qui est en Ile-de-France va livrer des magasins du Pays Basque, il faut que ces emballages-là, à un moment ou à un autre, je les ramène. Sinon, je crée un stock dans le Pays Basque. Et je suis déséquilibré, je n'ai plus assez d'emballage au départ de mon entrepôt en région parisienne. Donc c'est là où on a eu le premier contact avec les équipes Magic Palette et depuis on a un petit peu travaillé depuis 1 an. Super, merci. Donc vous avez fait tous un constat qui est un mélange de financier, de perte de temps, de ressources humaines, et puis aussi de quelque chose de déraisonnable. Il y a quelque chose dans le flux où on sent qu'on peut améliorer les choses. Est-ce que vous pensez, petite question avant que vous expliquiez plus en détail chacun vos schémas, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'une certaine, je sais pas, une sorte de maturité pour se dire d'un seul coup, ok, il faut s'occuper de la palette? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un environnement? Oui, Damien? Je pense pas qu'il y ait... Vous m'entendez? Ouais. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'une maturité à avoir. À partir du moment où on est conscient de l'enjeu RSE et de l'enjeu économique que peuvent avoir les emballages, à partir de ce moment-là, on est prêt à y aller. Et ça n'a pas besoin d'avoir une révolution en interne pour travailler le sujet. C'est un sujet qui reste extrêmement simple. C'est un schéma où ça part d'un point A pour aller à un point B. Ce sont des emballages. En termes de valeur marchandise, je parle plutôt des produits posés dessus, il n'y en a pas parce que c'est que de l'emballage. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une supply extrêmement mature pour pouvoir se pencher sur le sujet. Je vais parler pour Olivier aussi et surtout, aujourd'hui les emballages sont gérés chez les industriels et distributeurs, notamment par les équipes transport. En fait, ça leur prend du temps sur leur métier premier qui est d'organiser du transport et de l'approvisionnement de marchandises. C'est en ça aussi qu'on vous aide un peu, c'est-à-dire qu'on soulage autant les équipes idées logistiques avec qui vous travaillez et vous aussi du coup sur leur temps de boulot où à la base ils géraient des retours d'emballage et qu'ils ne font plus aujourd'hui, ou moins en tout cas. Voilà. C'est très clair que dans la mise en place de la solution Magic Palette, ça nous a libéré du temps. Et bien entendu, notre empreinte environnementale, en tout cas, s'en est largement ressentie également. Et donc, ça nous permet de pouvoir se consacrer à mieux gérer nos livraisons magasins. Et ça a été un point qui a été fortement reconnu. Super. On va rentrer dans le concret. Je vous propose, comme Alexandre qui représente l'AE et Olivier qui représente Kingfisher et donc la marque Castorama plus précisément dans le cas présent, vous collaborez ensemble au final en utilisant Magic Palette. Est-ce que vous pouvez décrire un peu votre fonctionnement sans rentrer dans les grands détails, mais le fonctionnement en prenant un exemple concret, par exemple sur des magasins bretons ou pour donner un exemple très concret de ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, puisqu'on a la chance de travailler ensemble, on a la chance de livrer les magasins par exemple sur le sud breton. Donc moi quand j'avais un client à qui je devais rendre des palettes sur le sud de la Bretagne, qu'est-ce qui se passait? Je prenais des palettes à Rennes et je les emmenais dans le sud de la Bretagne pour aller les livrer. C'est 150, 200, 250 km selon l'endroit pour aller livrer mon client. Finalement, on s'est aperçu que j'allais livrer les magasins Castorama au Brico Dépôt et que là-bas, il y avait des palettes de dispo, dans le sud Bretagne également. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, je vais livrer ces magasins-là, je reprends de la palette Europe sur le même site et je vais livrer mon client qui est, j'ai envie de dire, si je dis schématiquement, à 2 rues de ça. Et mon camion qui part toujours de Rennes pour livrer le site Bretagne, il part avec de la marchandise. Et il part plus avec des palettes Europe. Ce qui est un gain considérable. Alors on peut voir le gain écologique, évidemment, c'est important. Et je dirais des bêtises parce que c'est dans notre ADN. Mais il y a aussi le gain économique qui est extrêmement important. Évidemment, il faut faire la balance, parce que si je prends des palettes à Kingfisher, il faut aussi que je les rende.
Il se trouve qu'on a des palettes qui descendent avec notre combiné rail-route à Saint-Martin-de-Crau régulièrement, et on rend avec notre combiné rail-route à Saint-Martin-de-Crau des palettes, ce qui nous permet, nous, de nous libérer de ces palettes Europe pour aller charger. Et donc on a aussi un gain à ce niveau-là, puisque ça nous permet de nous libérer de certaines palettes et de retrouver des camions vides dans des zones où d'habitude on ne sait plus trop quoi faire de ces palettes Europe. Voilà. Saint-Martin-de-Crau, c'est dans quelle région? C'est des 13. Très bien. Et donc du coup, comment s'est passé, je reste sur vous un instant, comment s'est passée l'implémentation à titre, on va dire chacun, parce que l'implémentation se fait déjà en interne au sein de l'entité, donc l'AE d'un côté et Castorama Kingfisher de l'autre. Est-ce que vous nous en parlez? Et puis après, on parlera après un peu de comment s'est fait l'échange avec Pierre en quelques phrases. Ok. Chez Kingfisher, en fait, on a travaillé vraiment en mode projet. On a mis en place toutes les parties prenantes qui étaient en interne, aussi bien les magasins, la logistique, le transport, mais aussi en externe avec les équipes de Pierre. On a travaillé, ça a maturé pendant quelques temps quand même. Le projet, il a fallu peser, il a fallu mesurer les marchandises, enfin les palettes qu'on ramenait, qui ont traversé du nord au sud de la France, juste des camions entiers de palettes vides. C'était un peu une hérésie. Et une fois qu'on a réussi à récolter toute cette data, ça nous a permis de monter un mini business plan qu'on a pu diffuser en interne. C'est pour ça que le contrôle de gestion est important. On a pu diffuser en interne, on a pu faire prendre conscience effectivement des gains économiques que l'on avait, des gains humains et aussi évidemment des émissions de CO2 qu'on ne faisait plus. Et au-delà de ce gain économique, ce qui a été le vrai leitmotiv au sein de l'entreprise, ça a été effectivement cette responsabilité concernant les émissions de CO2. Comment est-ce que ce n'est qu'une petite pierre ce n'est qu'une pierre à l'édifice, mais le fait de ne pas faire 600 km pour amener des palettes vides, ça compte énormément quand même, puisqu'on va économiser, on avait prévu dans le business plan, c'était 140 000 kg de CO2 qu'on économisait, et tu en parleras un petit peu après. Voilà. Super. Et pour finir, Alexandre, vous, l'implémentation s'est fait de quelle manière de votre côté? Nous, au niveau de l'implémentation, on a été assez empirique. C'est-à-dire qu'on a dit on va tester l'outil et on va le mettre sur un petit périmètre. Donc on l'a testé sur une agence où il nous semblait assez mûr pour ça, parce qu'on avait aussi les personnes compétentes pour le gérer. Donc on l'a testé. Et j'avoue qu'on a rapidement eu des petites victoires, des flux qu'on traînait depuis longtemps, qu'on n'arrivait pas à traiter, et que finalement on a traité assez rapidement grâce à l'outil. Et effectivement, ces petites victoires nous ont permis de diffuser l'information et de façon beaucoup plus structurée après au reste de l'entreprise. Mais on est toujours dans une phase encore d'élargissement du projet. Parce qu'aujourd'hui, on est passé d'une agence à peu près à 6 ou 7 agences qui gèrent le système. Mais on est encore dans cette phase, c'est peut-être la phase la plus critique, c'est comment je fais pour d'un périmètre, j'ai envie de dire, petit, l'élargir un maximum. Merci. Oui, Damien? Pour nous, on a plus retrouvé un schéma un peu comme l'AE finalement, c'est-à-dire que dès le démarrage, dès la présentation du projet avec les équipes Magic Palette, ma manager de transport de l'époque, Delphine, et moi-même, on a été convaincus très vite par la solution. Certes, il y avait quelques leviers, quelques points à vérifier sur la faisabilité, mais on a dit que la meilleure manière pour vérifier, c'est de tester. Donc très rapidement, on a testé avec les équipes Magic Palette. On a dit, on essaye, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et tout de suite, un peu de la même manière que l'AE, on a eu des victoires. On a pu étendre rapidement le mode de fonctionnement sur le périmètre non alimentaire, sur l'ensemble de nos flux, puisque comme je vous le disais, étant donné qu'on est sur des flux nationaux, on est plutôt rapidement éligible là-dessus. Et ça fait un peu le buzz en interne, et les équipes alimentaires se sont vite intéressées à ce que l'on fait, et c'est en train de créer pas mal de petits actuellement chez Magic Palette actuellement.
De manière générale, à chaque fois, on a mis en place des pilotes qui, je pense, se sont bien passés. Le plus rapide, je pense que c'était Ensemble. La moyenne, je pense qu'on est plus de votre côté, Olivier, sur entre 2, 3, 4 mois où on fait un pilote. Il y a toute une partie d'analyse de données en fonction des volumes, des flux. Et après, cette partie test que nous, on a fait sur la région Bretagne et qu'on étend 100% du territoire sur les magasins qui n'ont pas de transport dédié, qui devraient être finis d'être déployés, je crois, on a prévu mai. Voilà. Mai 2022, on aura déployé la totalité des magasins. Alors, la totalité des 47 magasins, ça peut paraître un déploiement tout lent. Mais en fait, le pilote, on avait été un petit peu gourmand. On avait voulu déployer sur plusieurs magasins de la région Ouest et Bretagne. Et finalement, il nous est arrivé, par manque de maturité, de se prendre un petit peu les pieds dans le tapis. Et on a souhaité, avec les équipes Magic Palette et les équipes magasins également, dire il vaut mieux aller moins vite, mais ce que l'on fait, faisons-le bien, quoi. Et c'est ça l'important. Donc ce que je retiens là-dedans dans l'implémentation, soit on est sur une implémentation empirique en se disant on va prendre un projet sur un flux particulier ou un ou deux flux particuliers. Ce que je retiens d'Olivier aussi, c'est de se dire éventuellement d'avoir un spectre réduit au départ, éventuellement, pour que tout le monde s'acclimate, j'ai envie de dire, et que tout le monde prenne en compte la nouvelle gymnastique. Et après, éventuellement, j'ai l'impression qu'il y avait l'implication plus du financier chez vous, chez Castorama, et du contrôle de gestion sur l'adoption du projet pour pouvoir lancer le pilote. C'était un couple, c'est un couple financier et RSE. Et plutôt que le financier, effectivement, on a plus mis en avant dans les résultats les impacts RSE. Et ensuite est venu l'impact financier. Mais on ne va pas se mentir, on n'est pas des philanthropes. Hein, à un moment donné, voilà. Très bien. Alexandre, tu avais quelques chiffres, mais est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que j'attends un peu ? J'attends un peu ? Très bien. Donc sur la troisième question, et j'ai envie de dire, on va commencer à parler dimensionnement. Est-ce que Pierre, tu peux parler un peu de dimensionnement sur les projets en cours sur une année, grosso modo ? Sur les 3 personnes qui sont autour de nous, ça marche ? Ouais. Un peu plus fort, ouais. Et que le micro, on peut le monter un petit peu. Sur les 3 personnes qui sont autour de la table, donc notamment pour Olivier Castorama, depuis le début de l'année, c'est 70 000 palettes récupérées depuis vos magasins. Ça fait un total de 115 000 km évités et du coup 100 tonnes de CO2 non rejetées dans l'air. Pour la haie, on est à 35 000 palettes récupérées, échangées, enfin relocalisées, pour un total de 46 000 km évités et 30 tonnes de CO2 non rejetées dans l'air. Et Carrefour non alimentaire, on est à 170 000 palettes relocalisées, 157 000 km évités, 136 tonnes de CO2 non rejetées dans l'air depuis le début du déploiement. Voilà, c'est des chiffres qui sont plutôt intéressants et qui sont amenés à augmenter avec le temps. Est-ce qu'il y a des choses, quand vous y repensez, alors Olivier, vous y avez déjà un peu répondu, que vous, dans l'implémentation, pour aller plus vite ou pour que ça soit plus fluide, que vous feriez si on devait reprendre depuis le départ? Il est important de travailler avec les équipes Magic Palette pour bien préparer les partenaires. Alors on a une chance énorme, hein. On a un maillage national, les partenaires sont sur un maillage national également, mais pour bien préparer les routes de retour en fait. Hein. Et c'est la raison qui nous pousse parfois à ralentir un peu ou exclure des points de vente pendant un temps donné sur cette reverse organisée par Magic Palette. Enfin, pas la reverse organisée par Magic Palette, pardon, mais par cette reverse, parce qu'effectivement, on n'est pas sûr d'avoir le bon partenaire au bon endroit au bon moment. Et c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à mieux se connaître, en fait, et d'établir une sorte de cahier des charges. Par exemple, sur nos magasins, on n'avait pas toujours la possibilité de charger à quai. Et si on n'a pas de quai, quand on fait venir une remorque frigo sur nos magasins, c'est un petit peu contraignant à charger. Ce sont des choses comme ça, qu'il faut appréhender de façon à ce que ce soit plus liant, plus glissant. Ouais, c'est ça.
Damien, tu avais quelque chose à... Juste pour compléter, ouais, un des facteurs clés de succès des projets qu'on a mis en place, avec tous les trois, hein, c'est la transparence. Je vais prendre le cas d'Olivier. Chaque vendredi matin, on a une réunion tous les deux avec les équipes opérationnelles et on aborde toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, même tous les succès qu'on a eu au cours de la semaine. Et je pense que c'est important de le préciser, c'est cette notion de transparence, quoi qu'il arrive dans chacun des projets d'une manière ou d'une autre. Dans notre schéma d'implantation, côté Carrefour, non, je ne changerais pas grand-chose. On a été rapide, c'est simple, c'est très rapidement opérationnel. Donc c'est vraiment ce que je retiens en fait du projet. En revanche, je pense que avoir écouté Olivier de Kingfisher, ça m'ouvre un peu aussi les esprits, puisque le schéma départ magasin, je l'avais un peu exclu en disant non, on va pas ouvrir ça sur 220 réceptions d'hypermarché, ça va être trop compliqué à gérer. Bon, ils y arrivent, donc je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas non plus. Donc au contraire, je pense que ça va donner d'autres potentiels et d'autres schémas. Donc il y a vraiment plein de choses à explorer. Et après, j'invite aussi les équipes Magic Palette à élargir la gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites la palette Europe, mais il faudrait ouvrir sur d'autres gammes d'emballage. C'est prévu. Alors nous, au niveau du projet, la première chose que je me dis, c'est qu'on aurait sans doute pu aller plus vite. Parce que nous, quand on a pris contact avec Magic Palette, on a presque attendu 6 mois pour vraiment concrétiser les choses. Parce qu'on ne se sentait pas prêt à partir sur le projet. Maintenant que je connais l'outil, je me dis, finalement, on aurait pu assez naturellement le faire sans forcément attendre aussi longtemps. Et puis après, au niveau des difficultés qu'on a eues et qu'on a encore, et je vais peut-être dire des évidences, c'est évidemment qu'il faut un chef de projet compétent et persévérant sur le sujet. On sait que malheureusement, le sujet palette, et je vais parler pour le transport, c'est rarement la priorité d'une agence transport. Et donc il faut quelqu'un qui soit capable de venir et revenir et ne pas se décourager sur le sujet. Je le dis, et c'est vraiment une félicitation des équipes Magic Palette, ils sont vraiment en accompagnement sur ces sujets-là. Et c'est vrai que nos chefs de projet sur ces systèmes-là, ils en ont vraiment besoin, parce qu'à un moment donné, il y a besoin de les aider au quotidien. Voilà. Et puis après, je dirais qu'il faut absolument, et là aussi je me place vraiment en transporteur, que ce soit appuyé par la direction générale. J'ai envie de dire, à un moment donné, si je laisse mon chef de projet seul face à tous ces chefs d'agence qui vont lui dire « Bon, t'es bien gentil, mais moi, je dois livrer de la marchandise, t'es Palette Europe. Tu sais, c'est le dernier de mes soucis. Il risque d'y avoir un problème. » Donc, évidemment, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un sponsor au niveau de la direction générale qui croit vraiment au projet et qui soit capable d'appuyer ça au quotidien avec les équipes, de l'animer et de montrer que ça a une importance majeure. On parle beaucoup de palettes. En fait, le sujet, c'est la palette, mais on parle beaucoup d'humains au final. Il y a beaucoup d'humains, comme toujours. Du coup, j'en viens à, je dirais, ma troisième question. Quels sont les retours en interne au niveau de l'humain? Quels sont les retours au niveau de l'opérationnel, le ressenti? Qu'est-ce qui s'est diffusé? Quels ont été peut-être les blocages au départ ou au contraire, qu'est-ce qui a changé? Les seuls blocages qu'on a pu avoir, c'est que finalement, le flux financier, il reste toujours en place, puisque nous, aujourd'hui, on travaille surtout en interdépôt, mais finalement, ce n'est pas finalement on va dire les palettes étiquetées Carrefour qui partent de mon entrepôt qui vont arriver sur l'autre entrepôt de l'autre côté. Donc, il y a un peu une décorrélation entre le flux physique et le flux informatique. Et là où ça aurait pu être une crainte de se dire on va avoir peut-être 10-15% de palettes cassées qui vont arriver, ce n'est pas le cas. Il y en a, mais dans les mêmes taux que quand on faisait des interdépôts entre deux entrepôts Carrefour. Donc il n'y a pas de sujet, et c'est un point qui est aussi surveillé côté Magic Palette. Après, c'est sur le retour. Les retours des équipes, est-ce qu'il y a eu un changement? Voilà. Ouais, le retour des équipes est plutôt positif aussi, parce que on vient apporter dans leur travail au quotidien, on va dire que le travail d'une cellule transport ou d'un transporteur
c'est pas toujours super on dirait excitant. Il y a quand même beaucoup d'aléas. Et finalement, là, on leur amène quelque chose de nouveau, de digital, d'interactif. Donc, on vient aussi un peu changer leur travail quotidien. Donc, le retour est plutôt positif. Et comme je disais un peu tout à l'heure, nous, en interne, au départ, on était parti sur uniquement le périmètre alimentaire. Et aujourd'hui, ça s'étend à l'alimentaire. Donc, vraiment, le projet est duplicable, peu importe le périmètre. Nous, en interne, ça a été essentiellement un petit peu, c'est pas de la conduite du changement en vérité, mais c'est le changement des habitudes. Effectivement, en magasin, c'est de pouvoir ouvrir des créneaux de réception sur des partenaires que l'on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas la fiabilité ou la ponctualité du partenaire qui va venir nous chercher les palettes. Donc, ça s'apprend. Il y a une marge d'apprentissage. Mais ça a été le point le plus... Si on devait parler d'une contrainte, ça aurait été celle-ci, mais ce n'en est pas une en vérité. Ensuite, en interne, la chance d'avoir travaillé en projet, c'est que tout le monde s'est intéressé immédiatement au sujet, tout le monde a entendu parler de la solution. Comme c'est une démarche que j'ai vendue comme une démarche RSE, c'est très en vogue et tout le monde aussi cherche à se récupérer le bébé. Et aujourd'hui, donc il y a des points d'info qui sont faits très régulièrement au niveau du Codir Supply que j'anime. Il y a le CIO France Kingfisher qui est mouillé aussi dans la chose et qui connaît les chiffres. Donc c'est pas juste on échange des palettes entre 47 magasins et puis d'autres partenaires. C'est vraiment il faut mailler tout un ensemble de partenaires en interne également, mais ça, vous le savez, c'est le projet en entreprise. Et la communication qui reste toute transparente, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait de la transparence. Cette même transparence que l'on a lorsqu'on a des couacs entre nous, etc., cette même transparence, elle est connue également par le Codir Supply, et puis ça permet de mettre en place des solutions rapides et agiles sur le sujet. Donc voilà, c'est une belle expérience. Moi, si je voyais un point pour rajouter un sujet, parce que ce qui a été dit est très vrai, il a fallu accepter de travailler avec des concurrents. À un moment donné, quand vous faites de l'échange palette, on le fait avec des partenaires, avec des clients, mais on le fait aussi avec des concurrents. Et j'ai envie de dire, il a fallu casser quelques codes sur le sujet, en se disant, tel transporteur, moi je ne travaillerai jamais avec lui. Mais sur ce sujet-là, j'ai envie de dire, si tout le monde est gagnant à la fin, si on évite de faire des kilomètres à nos camions sans y mettre rien dedans que d'autres des palettes, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de travailler ensemble ? Et finalement, ce sujet-là, ça s'est fait au niveau du terrain, ça s'est pas décidé au niveau de la direction générale. Alors évidemment, à un moment donné, ça a été plus ou moins validé parce qu'on a laissé faire. Mais on a eu un petit moment ce petit blocage et de se poser la question, est-ce qu'on accepte ou pas ? Et puis finalement, ça s'est passé. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi, ça m'intéresserait d'avoir... je suis nouveau, moi, chez Magic Palette, je ne suis pas là depuis très longtemps. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a de la fierté quand on déploie quelque chose au sein de l'équipe ? Ouais, clairement. Comme le disait Damien, aujourd'hui, on tend à se déployer sur d'autres bases en interne chez Carrefour. Olivier... Chaque trimestre, c'est de nouveaux magasins qui rentrent dans la danse. Et puis même, parfois, il y a des magasins qui nous appellent directement, qui ont entendu parler de vous, pourquoi on n'est pas dans le pilote. Et puis avec les équipes d'Alexandre et Lisa, ça se passe très bien. C'est hyper facile de communiquer. Vraiment, cette notion de transparence, pour nous, elle est vitale. Et puis après, c'est sur les indicateurs qu'on surveille en interne, sur le nombre de kilomètres évités et le CO2 non rejeté dans l'air. On est vraiment fiers de ça. On se lève le matin un peu pour venir voir ces indicateurs grimper. On est challengé sur ça et on challenge les équipes aussi sur ça en interne pour que ce compteur avance de plus en plus vite. Voilà. Oui, alors avant de passer aux questions, juste une dernière chose, effectivement c'est vrai, j'ai appris ça avant-hier. L'ensemble des collaborateurs et collaboratrices Magic Palette touchent une prime sur les émissions de CO2 qu'on a réussi à économiser. Donc effectivement c'est notre indicateur premier et ça reste notre chiffre clé chez nous. Voilà. Donc c'est vraiment la mission que s'est donnée le fondateur à la base. On va passer aux questions.
Oui, donc effectivement, c'est l'ADN de Supply Chain Event, hein, de pouvoir poser des questions. Vous êtes là aussi pour ça, comme ça vous n'êtes pas en streaming, vous avez le droit de poser des questions. Moi j'en ai peut-être juste une avant. On parle des retours, mais on n'a pas parlé des retours sur investissement. Juste, est-ce que vous avez quelques chiffres là-dessus, puisque vous avez évalué l'aspect financier, mais est-ce que le retour sur investissement d'une solution comme Magic Palette, c'est quoi? C'est quelques mois? C'est une question difficile. C'est une question difficile. Pourquoi? Parce que en fait, on a pu voir ce que l'on ne dépensait pas en transport. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi, je le disais, on utilise de nombreux supports de manutention et il y a une partie de désoptimisation des autres supports de manutention. Donc il y a cette partie sur laquelle on a changé de façon de travailler et que l'on doit mieux appréhender aujourd'hui. Donc là on est en marche d'apprentissage et puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'effectivement la palette Europe n'était pour Magic Palette qu'une première étape. Donc peut-être que demain ça sera très très vite. Je ne sais pas si on peut parler de rentabilité, mais ce retour d'investissement sera plutôt très rapide, oui. Ça veut dire que ça implique aussi quelquefois un changement, une optimisation de l'organisation pour s'adapter au fonctionnement, au nouveau fonctionnement. Exactement. C'est de là où la cellule transport chez Kingfisher a été mise à contribution. C'est oui, tu vas gagner du temps sur une partie, mais oui, il faut être agile sur l'autre partie. Et c'est là où on doit encore faire, certainement apprendre encore. Oui. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Non? Pas de questions, on a répondu. Il faut dire qu'on a... Là, Gaël a posé déjà pas mal de questions. Et finalement, vous avez déjà répondu à pas mal. Moi sur la partie incitation, parce que finalement... Là, tu évoquais à l'intérieur de Magic Palette, finalement, une incitation. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager chez les utilisateurs une manière d'inciter les gens à utiliser Magic Palette? Ou bien il n'y a pas besoin, finalement, une fois qu'ils ont compris l'intérêt de la chose, est-ce qu'il y a des méthodes pour finalement les faire, au-delà de, évidemment, être épaulés par la direction générale, mais de les faire adhérer tout de suite au projet très rapidement? Chez nous, en tout cas, ça s'est fait assez naturellement. Finalement, un gestionnaire emballage qui gère les palettes Europe, il est tous les jours confronté à des problématiques de ce type. De se dire, mais comment je fais? J'ai mes palettes, elles sont à Lille, mais moi j'en ai besoin à Lyon. Comment je fais? Et finalement, on lui apporte un outil. Alors, je vais me faire très schématique, très caricatural. Dans un premier temps, il dit, bon, bah, à quoi ça va me servir, Magic Palette? Moi, je gère déjà ça super bien. Et puis, un jour, il se retrouve un peu gêné par cette problématique. Hein. C'est un truc qui arrive presque tous les jours, quotidiennement. Et puis, il se dit, ah bah, tiens, j'ai cet outil, j'essaye. Bing. Ah bah tiens, ça marche bien. Et finalement, ça devient un outil du quotidien qui se profile. Donc, évidemment, on incite les gens, mais c'est plus dans l'incitation, c'est leur faire comprendre comment ça marche. C'est presque de la formation pour les gens concernés. Mais après, l'implémentation, elle se fait assez naturellement. Je vais juste compléter, excuse-moi Olivier, juste compléter avec un point, c'est que je vais prendre un autre axe qui est l'axe RSE. Généralement, quand on parle de RSE dans l'entreprise, on parle de contraintes. On dit il faut moins consommer, il faut consommer différemment, il faut changer de technologie, donc ça va coûter plus cher, etc. etc. Là, c'est un projet RSE qui ne coûte pas plus cher parce qu'il allie la baisse d'émissions de CO2 à des gains économiques. Et quand on regarde bien, dans tous les projets RSE, finalement, des projets qui permettent d'allier les deux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'on soit logisticien avec plus une tendance à regarder son nombre de CO2 ou l'économique, généralement, on regarde les deux. Et des projets qui allient les deux, c'est très rare. Donc, l'engagement de tout le monde a été très rapide à obtenir. D'où performance logistique et environnementale. Exactement. Ouais. Je peux parler un peu de peut-être chez Castorama. C'est vrai, il y a aussi, on
On a travaillé aussi sur des panneaux de communication pour les magasins, pour aider aussi au process et à l'adoption, et puis aussi en termes de reminder. Et ça fait un peu, quand vous êtes sur plusieurs entrepôts ou plusieurs entités, c'est vrai que ça peut faire partie des choses, d'essayer de penser aussi à une communication, un affichage ou toute autre chose pour permettre aussi l'adoption, parce qu'il y a aussi des gens qui changent, et donc au lieu de répéter systématiquement les changes aux nouveaux entrants, il y a aussi de créer quelque chose, une sorte de culture par rapport à ça. Oui, tout à fait, Gaël. En magasin, il faut rendre les choses faciles, hein, effectivement, parce qu'ils n'ont pas le temps, enfin, tout comme probablement sur les entrepôts également et sur les plateformes, mais encore moins en magasin, je crois. Il faut rendre les choses faciles et il faut essayer d'harmoniser en fait un petit peu toute la gestion de ces différents supports. Et si à un moment donné, on a un prestataire qui nous demande des piles de 15, l'autre de 17, un autre qui fait pas des piles, mais enfin je ne sais quoi. Il faut essayer d'harmoniser effectivement tout ça, et c'est ce qu'on a réussi à faire aussi avec tous les partenaires avec lesquels on travaille. C'est cette harmonisation de nombre de palettes, c'est tout bête, hein, mais ça permet de gagner énormément de temps au chargement. Et c'est aussi la qualité des palettes que l'on délivre. C'est également important. Il n'y a pas de en théorie, il n'y a pas de contrainte, hein, mais il faut quand même jouer le jeu. On est dans une communauté, les palettes sont en circulaire, elles font de 8 à 10 rotations par an, mais il est hors de question qu'on refourgue toutes nos palettes cassées à un partenaire. Enfin, à un moment donné, il y a ça qu'il faut avoir en tête. Et Olivier, juste pour bien comprendre, vous avez fait un distinguo entre les magasins qui géraient leur transport, ceux qui ne géraient pas le transport. Donc là, l'outil est déployé chez ceux, c'est compliqué à dire, qui ne gèrent pas le transport, c'est ça? Oui, alors chez Castorama, on a deux types de transport. On a du transport dédié, et donc forcément les remorques reviennent chez nous. Et on a aussi du transport affrété. Et c'est sur ces magasins qui ont du transport affrété que nous avons déployé la solution. Mais pour le transport dédié, vous utilisez aussi des palettes Europe pour le coup? Oui, mais là, il y a plein d'idées qui ont germé en fait à l'issue du pilote et du déploiement. On va déjà finir de déployer et il y a déjà une checklist qui est chez nous. Il y a plein de nouvelles idées. Je vous en dis pas plus. D'accord. Bon. Ah, on a une question de la salle pour le coup. On n'a pas de micro. Bah alors, ce sera le mien. Vous voulez le désinfecter avant? Merci. Je voulais poser la question, quel type de technologie... Ah, je m'appelle Jonathan de Starcom System. Je voulais poser la question, quel type de technologie vous pensez que ce sera important d'implémenter dans l'avenir? Vous parlez d'intégration avec d'autres outils? Technologie, moins d'intégration, plus sur place. Ça veut dire toutes sortes de senseurs, pour les palettes, pour toute l'opération de la logistique que vous avez besoin. Vous avez compris. Nous en interne, en fait, on a un point qui pourrait être un point bloquant, mais en fait, ça va se résoudre très rapidement. C'est uniquement le comptage des palettes. Alors, je ne sais pas si c'est la question, mais il y a effectivement cette solution de comptabilisation de palettes que Magic Palette est en train de nous amener dans une deuxième version de l'outil. Mais ça, je pense que Pierre pourra mieux en parler mieux que moi. Et c'était un des points qui pouvait être dire ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour comptabiliser nos palettes? Combien de palettes est-ce que j'ai pris en magasin? Combien est-ce que j'en ai ramené en entrepôt? Heureusement, il y a Magic Palette qui nous tient une balance et ça, c'est plutôt pas mal. Et comment ça marche ça? On peut avoir quelques indications là-dessus? Oui, alors ce qu'on peut vous annoncer dès maintenant, en fait, c'est qu'on lance de manière publique en janvier une brique fonctionnelle sur la gestion des palettes, sur toute la partie gestion qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur vos stocks, sur vos mouvements, sur chaque site, avec chaque partenaire. Et cette brique fonctionnelle sera gratuite. Pourquoi gratuite? Pour qu'elle puisse être accessible collaborativement à tous les acteurs et pour qu'on puisse avoir une vision partagée entre les différents acteurs. Voilà pourquoi elle sera gratuite. Et parce que on est persuadé
que c'est grâce à un outil, quand on peut anticiper et qu'on n'est pas dans l'urgence, qu'on ne pollue pas. Évidemment, quand on est dans l'urgence, on doit racheter des palettes, on doit faire des choses qu'on ne ferait pas si on est dans l'anticipation et la bonne gestion.